Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que on vient juste de finir les réglages avec Christophe, qui est le technicien de service. Et a priori, tout devrait être OK au niveau du son, au niveau de l'image. Donc tous ceux qui étaient en salle d'attente sont rentrés dans le cabinet du docteur, parce que maintenant on appelle ça des salles d'attente. Tout un nouveau langage pour tout ce qui concerne les vidéos et la transmission sur écran. Donc je pense que là, on est techniquement au point, on est tous bien installés et eh bien, on va pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, on a choisi comme thème le fait de savoir si nos sentiments nous appartiennent. Alors, je pense que c'est un thème qui interpelle beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous. Ça nous touche aussi, si ce n'est ça nous interpelle, ça nous touche dans le sens où on est toujours profondément concerné par notre atmosphère intérieure et par ce que nous dégageons et comment nous nous exprimons et qu'est-ce qui nous touche. Alors, dans la notion des sentiments, alors c'est un mot un petit peu boîte où dedans on peut mettre les émotions, on peut mettre les pensées, on peut mettre les comportements, les attitudes, les réactions. C'est un petit peu tout ça que j'ai voulu mettre dans ce mot sentiment qui est accessible en fait à toute forme de compréhension et qui sort un petit peu des choses préétablies. Un sentiment, on sait ce que c'est. Après, pour le détailler, le définir, ça devient plus compliqué et chacun aura sa définition du mot sentiment. Donc, je vois qu'il y a des petits mots. Bon, je vois que ça a l'air de marcher. Euh, donc, ce qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui un petit peu, c'est essayer de voir que ce que nous ressentons, euh, dans ce qui a été dit dans le titre, ne nous appartient pas spécialement. Pourquoi ça ne nous appartient pas? Parce que les sentiments qui nous traversent ne sont pas nécessairement des sentiments ou des émotions qu'on a choisi d'exprimer ou qu'on a choisi de ressentir. Et en fait, en parlant de ces sentiments-là, on va rentrer dans tout ce qu'on appelle le domaine des influences. Quelles sont les influences que je reçois, quels effets elles ont sur moi. Alors, il y a les influences du passé, puis il y a les influences du présent. Il y a même aussi, on peut dire, les influences du futur, mais ça, on verra après. Mais dans les influences de l'instant présent, j'ai au fond de moi on pourrait dire, des, euh, des systèmes qui ont comme rôle de répondre aux stimulations qui viennent du monde extérieur ou qui viennent de moi-même. Et ces systèmes ont été construits, alors au cours de ma vie, a été construit par mon éducation. Alors il y a trois choses principales, on pourrait dire, c'est l'éducation, la culture, on va bien la séparer quand même, et la religion. Il faut savoir que la religion, en tant que telle, est un système de croyance. Et ce système de croyance est quelque chose qui est importé. On ne naît pas, comment dire, croyant en Dieu ou croyant en la réincarnation ou croyant à toutes sortes de choses. Donc c'est quelque chose qui n'est pas inné et qui est acquis par l'éducation et est acquis par le contexte. Donc ces sentiments, on peut dire ces sentiments, pour l'exemple des sentiments religieux, sont quelque chose qui n'est pas inné ni qui ne vient pas de moi-même profondément. Donc là, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est comment je suis influencée par des événements ou par des informations extérieures qui ne sont pas ce que moi j'ai décidé d'intégrer. Alors, je ne sais pas si ça vous paraît assez clair. Donc, on peut voir par exemple si vous êtes dans une situation où autour de vous les gens ont peur, mais vous n'avez pas peur. Mais à un moment donné, l'influence vibratoire, les gens, les paroles, les comportements vont faire qu'à un moment donné, vous allez intégrer la peur que vous n'aviez pas au départ.
Donc, il faut comprendre que dans notre vie quotidienne, on est constamment euh, sous le jeu de ce qu'on appelle dire des boutons pression où on appuie, où des gens ou des situations, ou des atmosphères appuient sur ce que j'ai intégré, mais qui n'est pas réellement ce que serait ma vraie réaction si je me connaissais mieux. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre là, c'est peut-être un petit peu compliqué au départ, mais est-ce que je me connais suffisamment pour savoir que ce que je pense, ce que je ressens, ce que, ce que oui, ce que je ressens, est-ce que ça vient réellement de moi ou est-ce que c'est un autre facteur à l'intérieur de moi qui s'active, qui n'est pas ce que je suis réellement? Alors, on va voir un peu, on parlait de l'éducation. Dans l'éducation, on nous apprend à réagir à des situations, à des comportements. On a des comportements qui sont connectés à ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et on est on voit souvent le petit enfant, souvent, il fait des choses et on lui dit non, ça c'est pas bien, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Donc on a tendance à lui faire, euh, comment dire, on renferme sa vraie personnalité. C'est pas qu'on l'étouffe parce que l'éducation est nécessaire, il faut savoir poser des limites, mais le petit enfant va intégrer dans son enfance, dans sa construction, des, des interdits ou des permissions. Et quand il va grandir à l'âge adulte, ces systèmes, le moment où il a intégré ce système qui est ce qu'il est à l'âge adulte, il a oublié le moment où il a appris ça, il a oublié le moment où on lui a dit faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et c'est devenu tellement au fond dans sa personnalité que ça devient ce qu'on appelle des réponses automatiques. Donc, on va essayer d'explorer un petit peu ce que c'est que l'automatisme et à quel point parfois cet automatisme n'est pas en accord avec ce que je suis profondément. Et c'est là où on va voir que après, dans l'éducation, il y a un autre aspect qui est celui de la culture, c'est-à-dire c'est un environnement. Alors, c'est pas simplement une injonction directe, faut faire, faut pas faire, il faut faire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est juste un ensemble de on peut dire pas de croyance, parce qu'on n'est pas dans le domaine de la croyance, mais un ensemble de systèmes, de comportements qui correspond à l'adaptation qu'on peut avoir par rapport à une société prédéterminée. Par exemple, on veut dire en France, il y a des habitudes, il y a des attitudes qui sont, entre guillemets, purement françaises. Donc la culture française, même si elle est très multiple, la culture française, elle se mélange en telle sorte qu'elle devient un comportement, une attitude, et qui fait qu'on colle à ça et on se dit, bah oui, je suis français et c'est pour ça que j'agis comme ça. C'est très réduit ce que je fais, hein. Attention, on n'est pas dans les nuances, on essaie de cadrer un petit peu dans des choses un petit peu plus, un peu, euh, c'est-à-dire pas très raffiné, on va être dans le brut de décoffrage, mais c'est pour comprendre les différents domaines dans lesquels on a acquis des méthodes de réaction ou de ressenti qui sont reliées à tout ça. Et je parlais tout à l'heure de la notion de l'éducation religieuse qui est très très importante. Alors, vous avez des gens qui vont vous dire, ce soit moi, je ne crois pas en Dieu, et c'est tout à fait légitime, ils ont tout à fait le droit. Non, moi, je ne pratique rien, ou si je crois en Dieu, etc. Donc, tous ces aspects-là sont du domaine donc, de l'intériorité, sont du domaine des croyances, et ces croyances-là ne reposent pas nécessairement sur une vérité ou sur des preuves. Donc, ce système de croyance, ce que j'ai appris à croire, n'est pas nécessairement ce qui est juste, ce qui est vrai. Mais ça fait partie de mon système. On va dire un petit peu, parce qu'on a tous besoin de ça, de quelque chose qui est au-delà de la matérialité. On a besoin de quelque chose de plus spirituel dans nos vies. On ne peut pas se contenter de manger, de dormir, de s'amuser, de gagner sa vie, de travailler. Ça ne suffit pas. Il y a une dimension qui s'appelle la dimension spirituelle ou religieuse
parce que là, je mets les deux en même temps, qui vont structurer ma personnalité. Donc, on est dans cette, j'allais dire, dans cette boîte qui est mon système de référence. Alors, on a pris l'habitude de fonctionner comme ça, et il arrive un moment donné où on se pose plus de questions. Et quand vous demandez à quelqu'un, mais pourquoi tu fais ça? Ben, j'en sais rien. Parce que j'ai l'habitude, parce que je l'ai appris comme ça, parce qu'on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et ce fait par exemple, d'obéir, on va dire, d'obéir à ce type de système ne me donne pas la permission, ni même l'occasion ou la possibilité de voir en moi qu'est-ce que je suis moi, au fond moi-même, ce en quoi je crois vraiment, mes émotions, est-ce que ces émotions qui m'appartiennent, on parlait de ça, c'est un peu le thème aujourd'hui, ce sont des émotions qui m'appartiennent ou c'est des émotions que j'ai importées de l'extérieur ou qui sont devenues ma personnalité. Dans le Raja Yoga, il y a quelque chose qu'on aime bien définir, c'est ce qui est, ce qui vient des autres, ce qui vient de moi-même. Et si on voit ce qui vient des autres et ce qui vient de moi-même, eh bien, ce qui vient des autres que j'ai intégré, j'ai l'impression que ça vient de moi-même, alors que c'est pas, ça vient pas de moi. Ça, c'est toujours important de comprendre que les influences voyagent d'une façon très incognito et vous pouvez être le produit, j'allais dire entre guillemets, d'une société, formaté par une société dans les différents domaines qu'on a évoqués, euh, en ayant le sentiment que, ben voilà, c'est ce que je suis et en fin de compte, on est un personnage fabriqué par des valeurs, par une société, par des croyances et on s'est éloigné de soi-même. Donc c'est en cela que on peut rentrer dans cette écoute de soi, parce que si on est toujours à côté de soi, si si à chaque fois que j'agis, à chaque fois que je pense, et à chaque fois que je parle, ben, c'est pas vraiment moi qui le fais, ou je suis dans un désaccord avec ce que j'exprime, tout en sachant que je ne peux pas dire réellement parce que je ne me connais pas réellement, eh bien, je vais à un moment donné construire un personnage qui sera un autre moi, une autre personne avec laquelle j'aurai un dialogue, une confiance, mais qui ne sera pas réellement la personne que j'aimerais être. Et bon an, mal an, ben, toute la vie, si on continue comme ça, on arrive à s'éteindre intérieurement. Alors, il y a plein de personnes qui s'épanouissent dans plein de domaines, tout en étant dans cette configuration-là. Mais si on va dans un aspect beaucoup plus profond spirituellement, on va voir que plus ça va aller, les empreintes, plus les expériences que je vais avoir vont, dans certains domaines, vont m'éloigner de ce que je suis. Et à un moment donné, la porte vers ce que je suis va se fermer. Et on croira au personnage que l'on est, on va s'identifier à nos émotions, on va s'identifier à nos sentiments et on va être persuadé que ce que l'on ressent, eh ben, c'est nous. Alors que non, ce n'est pas vraiment nous. C'est un système qu'on a intégré qui réagit à notre place. Alors, je ne sais pas si c'est très clair parce que je vais déjà d'emblée assez loin dans le détail, mais par exemple, j'avais envie de parler un petit peu des habitudes. Les habitudes, c'est ce qu'on appelle des phénomènes réflexes. L'habitude, elle a besoin que d'une seule fois pour devenir une habitude. C'est pas la peine de le répéter 50 000 fois. Une habitude se crée en une seule fois, en une seule action. Donc, si je fonctionne selon des habitudes, ça veut dire que je me coupe de la réflexion que j'ai entre moi et les événements. Par exemple, j'essaie de trouver des exemples un peu plus concrets. Euh,
Vous avez des gens qui ont l'habitude de, je sais pas, après ça peut rentrer dans des tocs, des choses un peu pathologiques, mais disons que vous avez des gens qui ont l'habitude de, de tout vérifier avant de sortir de la maison, voir si tout est éteint, si, bon, c'est pas tout à fait l'exemple que je voulais avoir, mais j'ai raconté un exemple qui appartient à Anne, qui est qui écoute aujourd'hui. C'est une histoire avec sa grand-mère. Je crois que j'ai déjà raconté. C'était l'histoire donc d'une certaine façon de faire cuire un aliment. L'aliment, c'était un gigot. Et en fait, de génération en génération, une ou deux générations, l'habitude qui avait été prise, c'était de couper, excusez-moi de l'exemple, de couper l'os du gigot pour le faire cuire. Et alors, à l'origine, la personne enfin la maman, on va dire, c'est la maman, disait, ah ben non, non, la grand-mère faisait comme ça, donc moi je sais comme ça, il paraît que la viande se cuit mieux, etc., etc. Et au fur et à mesure, ben, cette tradition s'est perpétuée et l'action a continué jusqu'au jour où on a compris que si la grand-mère ou l'arrière-grand-mère coupait l'os du gigot, c'était simplement parce qu'elle avait un four qui était trop petit. Et tout ça pour dire que on peut euh, intégrer intégrer des habitudes, intégrer des gestes, des façons de faire qui n'ont pas, dont l'origine n'a rien à voir avec la façon dont on le fait dans le moment présent. Il y a tout le système aussi qu'on appelle des superstitions. Alors les superstitions, c'est ça, on fait pas ça, on met pas un couteau sur un lit, on met pas le pain à l'envers sur la table. Enfin, chacun a ses superstitions, le vendredi 13, etc. Et on a oublié l'origine, on a oublié la graine, et on se consacre à simplement le répéter parce que derrière, il y a une peur qui s'installe, parce que il y a, si on fait ci, il va se passer ça. Donc il y a un rapport de cause à effet qui n'existe plus, qui est faux par rapport à l'origine de l'action ou de la superstition. Donc essayez de voir comment dans notre vie, on est, je vais dire, empêtré, on peut dire vraiment, empêtré dans ce genre de répétition sans qu'il y ait aucun sens derrière. Et si je répète des choses qui n'ont pas de sens, eh bien, à un moment donné, ça devient un automatisme qui est coupé de la conscience, c'est-à-dire on ne réfléchit pas. Et il est très important pour arriver à se connaître soi-même et à savoir qui l'on est réellement, de commencer à réactiver cette fonction de réflexion. Parce que quand on parlait des sentiments tout à l'heure, les sentiments qui ne m'appartiennent pas, bien évidemment, euh, je considère qu'ils m'appartiennent. Donc mes émotions, c'est moi qui ai décidé d'avoir ces émotions-là. Et en définitive, non. Elles sont issues d'une influence que j'ai oubliée et à laquelle je ne me réfère plus. Donc, dans la notion de se retrouver soi-même, la seule et vraie, j'allais dire, solution, guérison, c'est l'introversion. Alors attention, l'introversion, il faut retrouver la vraie définition de ce mot. Quand on parle de quelqu'un qui est introverti, on pense toujours à quelqu'un qui est sérieux, qui ne parle pas, qui a peu de relations avec les autres. Mais pas du tout. Quelqu'un qui est introverti, c'est pas cette définition-là. Quand on est introverti, on peut être complètement avec les autres, on peut être complètement joyeux, heureux, sans aucun problème. Mais la vraie définition d'introversion, c'est jusqu'à quel point je me regarde intérieurement dans ma manière de vivre, dans ma manière de penser, dans ma manière d'agir, dans ma manière de parler. Introverti, ça veut dire, c'est pas une analyse non plus au couteau, au détail près, c'est est-ce que dans chaque action, chaque pensée, chaque parole que j'exprime, est-ce que c'est réellement moi qui le fais après analyse,
après réflexion, et ça peut durer une seconde, ou est-ce que c'est, je parlais tout à l'heure des automatismes, où j'ai l'habitude de réagir comme ça et je continue. Et quand on continue une habitude, on sait ce que ça devient. Ça devient quelque chose qui est très difficile à défaire, très difficile à changer, parce que c'est comme quelque chose qui s'enquiste. Et on connaît le phénomène réflexe. Le phénomène réflexe, c'est-à-dire qu'il y a une stimulation et la réponse, elle arrive automatiquement. La réflexion, ça passe quand même, la situation non réflexe, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de, quand il y a pas de réflexe, c'est-à-dire que ça passe par la conscience et ça passe par l'analyse. Et la réponse à la stimulation est une réponse consciente. Donc, dans cet état-là, dans un état de réflexe, je prends à bord tout ce qui peut arriver et je réponds sans réflexion. Je prenais l'exemple tout à l'heure je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps. Je pense que quelqu'un m'avait demandé d'en parler un peu et je crois que je vais le faire. Très récemment, j'ai dû revenir J'étais en Inde et je suis revenue sur la France avec quelques difficultés parce que mon avion était un avion qui passait par le golfe Persique. Donc, je me sentais très, très sereine, pas d'angoisse particulière, mais plusieurs personnes étaient dans ma situation. Et il a commencé à y avoir une forme d'émulation, d'inquiétude. On va changer les avions, on va changer les billets. Enfin, c'était très, très compliqué et ça prenait un peu tout l'espace relationnel alors que on était plutôt là-bas pour être justement dans la réflexion, dans la méditation. Et il s'est avéré que c'était devenu plutôt l'agitation. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à prendre à bord les sentiments des autres et à moi-même devenir inquiète, à moi-même avoir peur, moi-même à essayer de trouver des solutions, alors que la seule chose qu'il y avait à faire, c'était de rester tranquille. Tranquille, calme et de voir comment les choses allaient se passer. On avait du temps, les choses pouvaient évoluer dans un sens ou dans un autre et il serait à ce moment-là nécessaire de prendre des décisions, mais pas tout de suite, à chaud, comme on dit. Et là, j'ai bien vu comment je m'étais laissée influencer et comment à un moment donné, je n'arrivais plus à contrôler les émotions qui venaient, donc ces sentiments, ces émotions qui n'étaient pas les miens au départ, mais qui étaient devenues les miens que j'avais intégrées. Et ces émotions et ces peurs que j'avais intégrées ont modifié mon comportement, modifié mon attitude et m'ont fait perdre le bénéfice du moment présent dans la situation dans laquelle je vivais. Donc, bon, après, ça s'est arrangé. Ma paix est revenue parce que les gens qui étaient agités avaient trouvé des solutions. Donc moi, je me sentais, l'atmosphère dans laquelle je me trouvais était beaucoup plus sereine et j'ai pu revenir au point de départ de ma sérénité qui était naturelle, qui était profonde, qui était vraie. Et ce qui a fait qu'après, bon, j'ai pu effectivement prendre l'avion. Et là où il y a eu il y a eu alors ça a été très très particulier parce que j'ai atterri à Dubaï, donc vous voyez bien ce que ça veut dire. Je n'étais pas seule, on était plusieurs. Et quand je suis rentrée dans l'aéroport, je n'avais pas peur, ça c'est clair, mais j'ai ressenti une atmosphère extrêmement lourde d'angoisse, d'inquiétude, qu'on peut imaginer quelque chose de très très lourd, mais ça n'a pas modifié mes sentiments. J'ai ressenti, j'ai capté, mais ça n'a pas fait bouger mes sentiments. Donc, entre-temps, j'avais travaillé sur cette distanciation entre les émotions des autres et mes propres émotions entre ce que je ressentais qui était vrai, qui était qui venait de moi réellement, et ce qui venait des autres. Et j'ai pu, dans une situation très anxiogène, garder ma paix, garder mon calme, garder ma sérénité, et tout compte fait, passer le test, parce que c'était un test, passer le test sans trop de difficulté, mais j'ai pu ressentir après, donc dans l'avion, la tristesse des gens, leur angoisse. Pour certains, ils quittaient leur lieu de vie. Pour d'autres, ça faisait longtemps qu'ils attendaient de pouvoir repartir. Donc, on était ouais, dans une atmosphère anxieuse, mais personnellement, je ne me sentais pas affectée. Et c'est là où on est dans une situation, excuse-moi, je suis un peu enrhumée. C'est là où on est dans une situation
où on peut, parce qu'on est serein, on peut donner aux autres. Donc, tant que je suis dans une attitude de consommation de sentiments, d'émotions, je suis inutile. Dans le sens, je ne peux rien changer autour de moi et je ne peux même pas me changer moi-même. Mais si il y a le fait d'être calé sur ses vraies émotions, calé sur ses vrais sentiments, et qu'on ne le laisse pas, qu'on ne le laisse pas prendre en otage par les autres, à ce moment-là, on est soi-même un générateur, on est soi-même, comment dire, un donneur, entre guillemets. On ne donne pas vraiment, c'est-à-dire qu'on rayonne d'une certaine façon et ça peut affecter positivement ceux qui sont dans la difficulté. Donc, à partir du moment où je suis calée sur mes vraies émotions, mes vrais sentiments, qu'ils m'appartiennent, que ce ne soient pas ceux que j'ai importés des autres, dans la mesure où ils sont de bonne qualité, ils vont aider ceux qui sont dans la difficulté, en sachant que ce qui est positif est toujours plus fort que ce qui est négatif. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas parce qu'il y a 500 personnes en difficulté dans un avion que moi seule, je ne peux pas apporter quelque chose qui va toucher les gens d'une manière ou d'une autre. Il ne faut jamais sous-estimer notre capacité à influencer, et là c'est dans le vrai sens du terme, à influencer positivement notre entourage et ne serait-ce que l'atmosphère, greffer dans l'atmosphère quelque chose qui sera capté d'une manière ou d'une autre par ceux qui savent le reconnaître ou qui souhaitent, comment dire, recevoir une aide subtile. Donc ça, c'était la notion de comment transformer en fait, comment retrouver la personne que l'on est derrière toutes ces couches j'allais dire, d'émotions et de sentiments déjà prédigérés, déjà préétablis et qu'on utilise parce que ça se fait dans la famille, et bien on continue à le faire. On pourrait être à un moment donné se dire, non, moi je mets un point final, je dis stop et je veux savoir qui je suis. Je veux savoir si cette action que je fais ou cette réaction que j'ai, est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai choisie ou est-ce que c'est le fruit d'une influence que j'ai reçue? Est-ce que c'est le fruit de mon éducation? Est-ce que c'est le fruit comment dire, d'un formatage que j'ai pu avoir? Qu'est-ce qui... alors, je voulais la musique qui se parle. Hein. Vous savez qu'on est au centre de Raja Yoga ici et 7h30, il y a une méditation. Donc, je vais continuer à parler quand même, et si vous l'entendez, profitez-en pour aussi rester très en paix. Donc, quand on parlait de l'introversion tout à l'heure, on peut se donner des petits défis dans la journée. Se lever le matin en se disant aujourd'hui, je vais penser différemment, je vais agir différemment et je vais parler différemment. Alors, c'est peut-être compliqué de tout faire en même temps, mais par exemple, il y a un moment très précis, alors ça je le dis parce que ça arrive, quand vous partez en vacances, vous êtes dans une autre atmosphère, vous êtes hors cadre, vous êtes dans le loisir, vous êtes là pour vous amuser, pour vous détendre, pour vous reposer. Donc vous n'êtes pas dans le monde du travail ou dans la situation familiale habituelle. Et quand vous revenez de vacances, ce qui est intéressant, c'est que quand vous revenez, tous vos automatismes reviennent les uns après les autres. Toutes les habitudes que vous avez reviennent dans le cadre dans lequel vous vivez. Et c'est dans des situations comme ça, bon, on n'est pas en vacances tous les jours non plus, mais c'est dans des situations comme ça que vous pouvez voir ce qui est du domaine de ce que j'ai l'habitude de faire et qu'est-ce que je peux changer. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, très certainement, hein, de dire, ah tiens, je reprends encore ces habitudes, mais ça recommence comme avant, il n'y a rien qu'à changer. Non, parce que nous, on n'a pas changé. Alors, si vous pouviez, dans votre quotidien, vous lancer des petits défis pour vous aider à vous connaître, pour vous aider à savoir qui vous êtes. Et on sait qu'on est tous uniques, chacun est une entité spirituelle, j'allais dire, mais une entité humaine, avec des valeurs profondes, avec des habitudes profondes, mais qui ne sont pas celles qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, il faut aller les chercher, il faut aller les voir. Et par exemple, vous pouvez, par exemple, une journée, essayer de voir comment vous parlez, quels sont les tics de langage que vous avez.
quelles sont les réponses que vous avez tout le temps et qui ne sont que des réponses automatiques. Et sur cet aspect-là, essayez de changer la façon dont vous parlez, le ton de votre voix. Ça demande effectivement un petit peu de concentration, mais se dire comment, dans cette situation, j'aimerais m'exprimer, comment j'aimerais parler. Est-ce que j'aimerais parler plus fort? Est-ce que j'aimerais parler moins fort? Mais pourquoi je parle plus fort? Parce que, on m'a dit qu'on n'entendait pas, qu'il fallait que je parle plus fort. Ou par exemple, si je parle trop vite, pourquoi je parle vite? Parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je parle vite. Et si je ralentis, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je me sens plus en accord avec moi-même si je parle lentement ou si je parle plus vite? C'est tous des petits détails comme ça qui nous permettent d'explorer ce que l'on a l'habitude de faire, mais qui ne correspond pas réellement à ce qu'on aimerait, qui ne correspond pas réellement à notre être profond. Par exemple, le fait dans nos actions aussi. Par exemple, dans nos actions, euh, on peut avoir des façons d'agir qui correspondent peut-être à une attitude de peur ou qui correspond à une attitude de fuite, hein. Vous savez, la fuite, ça prend toute forme, hein. Ça peut prendre toutes les formes possibles et inimaginables. La colère est aussi une façon de s'exprimer. Donc, est-ce que dans mes formes cachées d'expression, est-ce qu'il n'y a pas derrière ce genre d'émotion, ce genre de sentiment qui ne va pas s'exprimer d'une façon directe, mais qui va s'exprimer d'une façon indirecte? Est-ce que je prends l'habitude, par exemple, de toujours m'exprimer, par exemple, en boudant ou en disant: «Ah bah non, ça m'agace» ou «Bah non, bah, faites ce que vous voulez, je vais faire autre chose». Et cette attitude qui est se dire: «Ah non, moi je fais ce que je fais ce que je pense, c'est moi qui agis, je sais ce que je fais». Bah, est-ce qu'on sait ce qu'on fait quand on se met en colère tout le temps, mais d'une façon détournée? Donc, est-ce que j'utilise toujours dans mon quotidien des traits négatifs que je n'arrive pas à identifier comme étant des traits négatifs, mais plutôt comme des forces? Se mettre en colère, pour beaucoup, c'est une force. Ah oui, il s'est mis en colère, il s'est imposé, il a montré qui il était. Oui, mais ça fait quoi comme impact? Est-ce que c'est ma vraie nature profonde d'agir ainsi, ou est-ce qu'au fond de moi, j'ai une autre façon d'agir mais que j'ai jamais utilisé parce que ça ne me protège pas, ou j'ai l'impression que ça me rend plus vulnérable. Est-ce qu'être gentil, c'est quelque chose de négatif ou est-ce que c'est quelque chose qui me fait du bien à moi d'être gentil? Il y a des gens qui sont très gentils dans leur nature profonde, mais qui ne l'expriment pas parce qu'on leur dit, si tu es gentil, tu vas te faire avoir. Donc il faut que tu te défendes. Alors cette injonction va faire que intérieurement, lorsque j'aimerais être gentil, affable, coopératif, et cetera, je ne le fais pas parce que je réponds à, j'allais dire, à une éducation, à un système qui dit: «Faut te défendre et la gentillesse, c'est pas bien, tu vas te faire avoir, les gens vont profiter de toi». Donc si on est dans cette dichotomie totale entre ce que j'exprime qui vient des injonctions que j'ai reçues et que le fond que j'ai, le fond de moi-même profond, bienveillant, ne peut pas s'exprimer, à un moment donné, il y a un conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur entre ce que je ressens, donc ce qui sont mes vrais sentiments, là où, qui m'appartiennent, et les sentiments importés, qui sont cette protection sociale que j'ai et qui fait que je suis plus en accord avec moi-même. Mais plus on agit non en accord avec soi-même, plus cette voix intérieure va s'éteindre. Donc, apprenons à réveiller cette voix intérieure, à se dire, mais qui suis-je? Une fois qu'on a enlevé, alors les gens disent, moi je me connais parce que je connais tous mes aspects, je sais que je suis comme ci et comme ça. Ça, c'est encore une façon superficielle de se connaître. C'est une façon superficielle de se connaître et c'est une façon très, j'allais dire, très humaine. Mais si on veut aller vers une compréhension plus spirituelle de soi-même, c'est-à-dire à la base, profondément, quelle est ma nature profonde, quelle est la plus belle partie de moi-même
qui suis-je j'allais dire, dans le meilleur? Eh bien, effectivement, je vais devoir me remettre en question et cesser d'être un personnage public, un personnage social, bien formaté, bien réglé, bien éduqué, et je vais, sans pour autant devenir rebelle et en remettant tout en cause la société, etc. Non, pas du tout, on n'est pas dans ce domaine-là, on est comment je vais pouvoir faire ressortir le meilleur de moi-même, que je connais, mais que j'ai bien caché dans cette coque protectrice, hein, parce qu'il y a quand même une coque protectrice de de l'image sociale. Donc, sortons de cette image sociale à laquelle on est habitué et à laquelle on a habitué les autres, hein. Parce que ce qui est aussi difficile dans le fait de changer, parce que c'est pas facile, hein, le fait de changer, c'est que vous changez pour vous-même et vous changez pour les autres. Et ça peut être très déstabilisant pour l'entourage de voir que vous n'êtes plus ou vous vous comportez plus selon les codes qu'on vous a appris et qu'eux-mêmes ont intégrés. Donc, au sein d'une famille, s'il y a un qui se met à changer, ça déstabilise tout le groupe. Parce que il y a le phénomène miroir, mais il y a aussi le phénomène de sentiment de perdre quelqu'un. Alors que non, 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 en fait, il est en train de s'épanouir, il est en train de se découvrir et rien de plus beau que quelqu'un qui s'épanouit et qu'on peut à ce moment-là accueillir avec cette nouveauté-là. Alors, on parle beaucoup de la notion de zone de confort. Vous avez entendu parler de ça, oui, il est dans sa zone de confort. Et c'est très péjoratif enfin, c'est dit d'une certaine façon assez péjoratif de dire zone de confort, ça veut dire que tout va bien pour lui, il est en train de s'endormir dans son bonheur et voilà, il devient paresseux. C'est pas ça. La zone de confort, c'est pas une zone de bonheur nécessairement, mais c'est une zone de sécurité. Et la zone de sécurité, on peut, euh, on peut par exemple dans des difficultés ou d'être dans une vie qui ne nous plaît pas. Mais la peur du changement est telle que ce qui nous dérange et ce qui nous rend mal à l'aise et ce qui nous rend malheureux, eh bien on va continuer à l'accepter parce que c'est une zone qu'on connaît, c'est une zone de sécurité. Donc j'ai mal aux pieds dans mes chaussures, mais je suis bien avec parce que si j'en mettais d'autres, je sais pas si je serais content avec. Donc je préfère accepter ce que j'ai plutôt que de courir vers un inconnu. Donc, la notion de zone de confort est une zone de sécurité, mais ce n'est pas une zone qui est souvent plaisante, où on est heureux. Donc, mon image sociale, comment dire, est une forme de zone de confort, et j'y réponds, et je l'entretiens, et ça va comme ça. Mais intérieurement, il y a une petite voix qui dit, oui, mais c'est pas toi. Tu es quelqu'un d'autre et tu es bien plus j'allais dire, entre guillemets, élevé, beaucoup plus grand que cette image réduite de ce que tu es à cet instant précis. Donc, en allant à la recherche de soi-même, en allant à la recherche de de cette vérité intérieure, on va pouvoir petit à petit remplacer j'allais dire les conditionnements pour retrouver une personne, c'est-à-dire moi, mais qui décide, qui est, qui va de l'intérieur vers l'extérieur, qui est créateur, mais pas quelqu'un qui consomme, c'est-à-dire qui se laisse influencer, qui prend à bord tout ce qui passe, et puis qui avec ça dit ah bah oui voilà bah oui c'est ce que je suis et puis tout va bien avec. Non. Donc intégrer tout doucement, très gentiment, des des petites choses où on dit ça c'est pas moi. Ça, j'agis comme ça, mais en fait, je fais que répéter simplement ce qu'on m'a appris, mais c'est pas ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est pas vraiment ce que je ressens, c'est pas vraiment, ça peut être des choses extrêmement simples, mais presque parfois d'une banalité, mais on peut prendre l'habitude de commencer à changer,
de commencer à enlever la couche qui est inutile et de faire ressortir la vérité qui est en nous. C'est qui suis-je réellement? On peut se connaître, comme je vous ai dit, là, on peut se connaître superficiellement en se disant, bah oui, je sais que j'aime ça, que je suis comme si j'ai telle tendance, machin et tout. Mais ça, c'est rien. C'est juste c'est juste l'enveloppe extérieure. Et l'enveloppe intérieure, enfin la graine à l'intérieur de tout ça, c'est de là où je démarre. Et c'est quand je dis je, c'est à partir de là que je dis je. C'est-à-dire à partir de cette personne qui ne se connaît pas, qui ne se connaît pas, mais qui a besoin, qui se connaît par le fait qu'elle commence à ne plus apprécier l'image qu'elle donne. Et comme elle commence à plus apprécier l'image qu'elle donne, ça veut dire qu'elle a un point de référence intérieur et que ce point de référence intérieur, il faut le réveiller. Il faut réveiller cette grandeur qu'on a en nous. Vous savez, je crois que si je me souviens bien, non, je ne me souviens plus. Euh, c'est un homme politique, mais je me souviens plus lequel, qui avait dit que les hommes ont peur de leur propre grandeur. Et pourquoi on a peur de notre propre grandeur? Parce qu'à partir du moment où on l'accepte, ça veut dire que nos actions, nos pensées, nos paroles doivent aller dans le même sens que la grandeur que l'on a. On ne peut pas se dire je suis quelqu'un d'élevé et agir d'une façon ordinaire. Donc, on peut rejeter l'ordinaire, mais il faut faire grandir cette grandeur. Et il faut l'accepter et la responsabilité qui va avec. Si par exemple quelqu'un a énormément de connaissances, on peut dire qui connaît plein de choses, qui est très éduqué, très intelligent, très instruit, ben, sa grandeur à lui, c'est ça, mais sa responsabilité, c'est de transmettre. Donc si on a cette culture, entre guillemets, mais qu'on ne la transmet pas, on ne remplit pas sa responsabilité. C'est comme un chirurgien, si il se contente de rien faire, eh ben, il perd l'opportunité d'exprimer cette grandeur, enfin cette grandeur professionnelle qu'il a et de sauver des vies. Donc moi, spirituellement, est-ce que j'accepte ma grandeur spirituelle? Est-ce que j'accepte de la faire ressortir? Est-ce que j'accepte d'éteindre le personnage ordinaire qui, ne, qui est celui que je vois dans la glace, ou est-ce que j'essaye de faire ressortir cette, euh, cette grandeur? Je n'ai pas d'autres mots. C'est parce que quand on devient grand spirituellement, on peut plus se contenter de fonctionner sur la base des habitudes, mais on fonctionne sur la base de ce qui est plus élevé en nous, c'est-à-dire sur la base de l'amour, sur la base du bonheur, sur la base de la paix, sur la base du pouvoir. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir spirituel? C'est une force qui permet de ne plus être influencé, qui permet de faire de moi un personnage intègre. Et en fait, ces multiples personnages qui ont été créés par l'éducation, par les influences, par tout ça, c'est une forme de morcellement de la personnalité. Et on passe d'un personnage à l'autre, et puis à un moment donné, on a un peu le vertige, quoi. Le vrai personnage qui est dedans, qui est toujours là, derrière, à l'affût, qui a envie de dire ce qu'il pense, qui a envie de vivre comme il a envie comme il le ressent, eh bien ce personnage-là, il est un petit peu endormi. Donc réveillons-le, c'est très simple, mais ça demande un tout petit peu d'attention. Et c'est un peu ce qui manque dans nos sociétés maintenant, c'est l'attention, la concentration. Les réseaux sociaux quand j'ai les réseaux sociaux, mais j'irai les écrans en général, nous ont extirpés de notre quotidien. Souvent, les gens disent, oh là là, le temps passe vite, on ne se rend pas compte. Mais parfois, quand vous regardez votre téléphone portable, parce on en a tous un, quand vous regardez votre téléphone portable, vous voyez 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures d'utilisation. Eh bien, toutes ces heures d'utilisation de ce téléphone, et toutes ces influences qu'on a reçues pendant ces 5 heures, eh bien, c'était soustrait à ma vie quotidienne, à ma vie consciente, à mon environnement. Donc, ces 5 heures que je n'ai pas vécues dans la situation dans laquelle je suis. Donc, les journées paraissent très courtes parce qu'il y a des heures qui ont été soustraites à ma vie. Pourquoi ces heures ont été soustraites? Parce que j'ai été influencée et j'étais à un autre endroit que celui dans lequel je suis, dans lequel je vis.
Et quand on parle de sentiments, d'émotions, c'est tout ce qui est image, tout ce qui est son, enfin l'audiovisuel, on sait comment ça fonctionne. Ça nous influence énormément et ça nous fait aussi avaler des émotions, ça nous fait avaler des sentiments et qui des fois ne reposent sur rien, que ce sont des choses qui sont fausses. Et on intègre ça et on va continuer on va continuer à les importer en nous, on va les porter et on va faire l'expérience de ce qu'on appelle une espèce de... C'est comme si on était vidé énergétiquement. Faites attention, enfin là je lance un petit message parce que je devrais me l'envoyer aussi. C'est que le temps passé sur les écrans, c'est à la fois du temps soustrait à la vraie vie, mais c'est aussi des influences qu'on n'imagine pas, qui nous font, qui sont tellement invisibles qu'elles vont affecter notre personnalité, affecter notre discernement, euh, et nous rendre sensibles à des choses que normalement pour lesquelles on n'était pas sensible du tout. Donc ça, c'est vraiment une petite mise en garde sur le fait de est-ce que mes émotions m'appartiennent ou est-ce qu'elles viennent de l'extérieur? Est-ce que c'est pas moi, mais c'est l'extérieur? Et ce qu'on appelle en fait, on aime bien utiliser ce mot ici, le fait d'être souverain de soi, c'est-à-dire c'est moi qui contrôle ce que je pense, c'est moi qui contrôle ce que je dis, c'est moi qui contrôle ce que je fais, mais pas dans le sens j'ai raison, mais dans le sens je suis en accord avec mon moi profond et pas j'ai dégagé un peu les habitudes acquises, mais je garde ce qui est profondément inné en moi. Et ça, c'est une découverte et c'est vraiment la notion de se libérer personnellement. On appelle ça une forme de libération intérieure avec enfin, une libération dans la vie, c'est-à-dire on est libéré et on peut vivre. On n'est pas simplement libéré parce qu'on est sorti du cadre, mais on est libéré parce on change sa vie tout en étant dans cette vie. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Et ce qu'on pourrait vraiment, on devrait avoir, je dis bien on devrait, euh, l'éveil spirituel, ça passe effectivement aussi par le fait d'avoir envie. Souvent, on nous dit il faut faire ci, il faut faire ça. Alors, on met les choses en place et puis on- on met en place une forme de discipline dans nos propres vies. Et puis, en fin de compte, on est toujours dans l'obligation, on est toujours dans le fait de répondre à des ordres, de répondre à des injonctions. Mais si ça vient de moi, ça veut dire que j'ai envie de le faire. Alors, et ça c'est la question qu'on peut se poser, est-ce que j'ai envie de découvrir la belle personne qui est à l'intérieur, mais que je ne connais pas? Et pourtant, je ne la connais pas, mais je la sens. Je sens ce qu'il y a de beau en moi, je sens ce qui pourrait éclore, je sens ce qui pourrait faire de moi quelqu'un d'autre extérieurement, mais qui serait le petit, la petite lumière là, qui ne s'est pas encore éteinte et qui ne demande qu'à s'allumer très fort et à rayonner. Donc, faites ce travail, je pense que plutôt que de blâmer les situations qu'on vit, plutôt que de blâmer ce que l'on est, souvent, on n'est pas très, très gentil avec soi-même. Donc, c'est bien de revenir un petit peu à un peu de bienveillance, un petit peu d'amour pour soi. Pas dans le sens je suis la meilleure, mais dans le sens je mérite de recevoir ma propre affection. Ça paraît bizarre, mais on n'a pas appris à s'aimer. Et donc, c'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment une attitude spirituelle importante à développer. D'abord de s'aimer un petit peu, et puis avec ses défauts, avec ses faiblesses, avec ses forces, avec tout ça. Et puis, une fois qu'on a ça, on va pouvoir déblayer un peu le terrain en se disant, ouais, moi j'ai vraiment envie de continuer dans ce sens-là, de me faire du bien, de me faire du bien. Et ça demande pas d'argent, pas besoin, ça demande pas d'argent, ça demande pas, on peut faire même si on n'est pas en bonne santé, hein, même si le corps a des soucis, on peut le faire quand même. Juste se réveiller.
se réveiller et puis réveiller les autres, parce que quand on soi-même, on va vers quelque chose de très positif, ça inspire les autres, ça inspire les autres. Les autres, ah bon, c'est quand même, on a envie de devenir comme, on a envie de s'inspirer, là, de prendre cette bonne influence de ce que l'on voit à l'extérieur. Donc, devenir quelqu'un qui cesse de se plaindre, qui cesse de trouver des excuses aussi. Vous savez, les excuses, de trouver des raisons. Les excuses et les raisons, c'est surtout ce qu'on utilise pour cacher nos faiblesses et pour cacher le fait qu'on ne prend pas la responsabilité de sa propre vie. Donc, on peut se donner ce défi, et c'est à la fois un défi, mais c'est aussi rendre sa vie vivante, et pas une vie pas une vie qu'on répète, mais une vie qu'on crée. Et créer sa propre vie, ça demande, je vous disais, de l'attention, ça demande de la concentration, ça demande aussi du discernement, pour essayer de savoir si ça c'est moi ou si ça c'est pas moi. Et puis ben, quand on a vu que c'était pas soi, ben, on l'enlève, hein, c'est facile. À partir du moment où on a réalisé, la réalisation est le prémisse de la transformation. S'il n'y a pas de réalisation, c'est-à-dire s'il n'y a pas ce déclic qui dit top, alors là j'arrête, comme pour les gens qui arrêtent de fumer, hein, si on leur dit arrêtez de fumer, on leur montre des images monstrueuses, ça ne va pas changer grand-chose en eux parce que le déclic ne s'est pas fait à l'intérieur d'eux-mêmes. Et on ne peut pas changer sur la base de la peur ou de la pression. On change sur la base de j'ai compris, j'ai réalisé, je veux changer. Et c'est comme ça qu'on devient grand. On l'est déjà, mais c'est comme ça qu'on exprime sa grandeur. Dans cette capacité à, à à éloigner de soi tout ce qui est de soi-même, pas des gens, je ne parle pas des gens, mais de notre intérieur, d'éloigner tout ce qui est toxique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont toxiques dans nos vies et on ne se rend pas compte que c'est ça qui nous fait du mal, mais on continue. On continue parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas réalisé. Et nos propres pensées, c'est la première source j'allais dire, de substances toxiques. Ça commence par là. Et c'est pour ça que la méditation nous donne cette forme de clairvoyance sur le contenu de nos pensées. Le contenu de nos pensées, enfin, ce qu'il y a dans notre esprit, nous indique exactement ce qu'il y a très profondément en nous. Les, les, on peut dire les choses que l'on chercher un nom, mais je ne le trouve pas. Des choses que l'on rejette ou des choses qui sont en désaccord avec nous-mêmes ou des conflits intérieurs ou des, des, ou des résidus, j'allais dire des résidus d'actions passées, des résidus de souvenirs passés, des résidus on va parler de traumatisme maintenant, on en parle beaucoup. Parce on en tient compte, alors qu'avant on n'en tenait pas compte. Donc, toutes ces histoires que j'ai vécues, tout ce que j'ai engrangé et qui ont encore de l'influence sur moi, ben, ces choses-là, il va falloir les regarder, puis il va falloir les faire partir. Et c'est comme l'homéopathie, quoi. À un moment donné, ça ressort, puis après, ça part. Ça ressort pour partir, ça ressort pas pour rester. Sinon, ça resterait dans le fond et ça continuerait à, à exprimer cette toxicité qui fait qu'au quotidien, on a du mal à être heureux, on a du mal à être bien et, euh, et que donc notre esprit, il faut en prendre soin. Prenez soin de, de votre esprit et et le reste va suivre. Donc ça commence par là. Donc regardez vos pensées et voyez si vos pensées sont en accord avec ce que je suis profondément ou c'est des pensées qui viennent bien d'autres sources, d'autres origines. C'est ça la méditation et c'est ça la vie spirituelle, hein. C'est pas quelque chose de très extraordinaire avec des accessoires, avec des incantations, avec des mantras. Non, non, non. La vie spirituelle, c'est au quotidien, je me regarde. Et cette introversion, comme je vous disais, est tout à fait différente de cette introversion de celui qui reste dans son coin et qui dit rien. Et c'est ça qui nous rend heureux. Parce qu'on sait que chaque jour, on a quelque chose de nouveau à découvrir. Chaque jour, on s'approche, on se rapproche de qui on est réellement.
Et ça, c'est personne ne va pouvoir vous l'enlever, personne ne va pouvoir vous voler ça. Parce que ça vous appartient. Du coup, là, ça vous appartient. Et personne peut le prendre. C'est comme c'est votre fortune, c'est votre coffre-fort. Et personne ne pourra vous l'enlever. Et par contre, c'est à vous de le faire grandir. Ça, il n'y a pas de, personne ne le fera à votre place. Donc, voilà, la voie du bonheur, c'est un petit peu faire le tri dans ses pensées, faire le tri dans ses émotions, dans ses sentiments, enlever ces émotions qui ne m'appartiennent pas, et puis faire réémerger ce qui est le plus beau. Et quand le négatif s'en va, le positif revient à la surface. Donc voilà ce que je voulais vous dire, ce soir. C'est un peu dans le désordre, mais c'est pas, on n'est pas des grands conférenciers, on est simplement des expériences à partager. Et c'est surtout ça qui est plus important, c'est de pouvoir susciter et de vous donner envie d'avancer dans votre vie et puis ne pas, vous savez, on a tous, de toute façon, on a tous des gros élastiques dans le dos qui nous tirent en arrière. Vous savez, comme ces élastiques sans dos, là, on appelle, on utilise ça pour les voitures aussi. Pour accrocher sur les galeries, à l'époque ça se faisait, maintenant ça se fait plus, mais accrocher sur les galeries plein d'objets, il faut les serrer très fort. On en a dans le dos comme ça, des choses qui nous tirent en arrière, mais on a le droit aussi de couper les fils, petit à petit, pour que plus rien du passé ne ne m'amène en arrière et que j'avance, tout en ayant une vie complètement normale, complètement ordinaire. Mais à l'intérieur, vous savez, je vais finir sur ça, les constructeurs automobiles, ils ont une habitude, c'est que quand ils veulent, comment dire, tester de nouveaux moteurs, par exemple les moteurs de Rolls, enfin des voitures de luxe par exemple, eh bien, la chose qu'ils font, c'est qu'ils mettent ces moteurs, c'est un moteur hyper puissant, extrêmement cher, très, de haute technologie, ils les mettent dans une carrosserie ordinaire. Ce qui fait que le moteur va être testé dans des conditions normales, dans la ville, dans la campagne, à tout moment, mais on sait pas qu'à l'intérieur, c'est un moteur très puissant, puisqu'on voit que la carrosserie qui est tout à fait ordinaire. Eh ben, dites-vous bien qu'on est nous aussi ça. On est des moteurs dans des carrosseries ordinaires, mais des moteurs hyper puissants et le monde en a besoin. Le monde a besoin de gens qui sont des moteurs qui vont dans le bon sens et pas dans le sens de la négativité ou du passé. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. On peut rester quelques secondes, je ne sais pas, une minute, c'est vous qui choisissez, mais on va rester un peu en ligne pendant, allez, on va dire 3 minutes. Et vous pouvez, alors il n'y aura pas de musique, hein, je vais rester silencieuse, parce que là c'est un peu compliqué et après ça risque de tout couper, donc je préfère rester simple, encore une fois. Et vous avez un petit point de lumière là qui est derrière, qui est derrière. Certains d'entre vous ont déjà l'habitude de méditer. Et puis pour d'autres, ben, c'est nouveau. Donc simplement, concentrez votre regard sur le petit point et dites-vous bien que c'est le meilleur de vous-même qui est à l'intérieur. C'est ça, c'est vous. Et c'est un concentré de belles choses, un concentré de beauté, de qualité. Et ça, c'est vous. C'est pas tout ce qui entoure, c'est pas la boîte. Ça, c'est vous. Et regardez-vous dans ce point et dites-vous, bah, c'est moi. Et c'est vrai que ça brille sévère, comme ils disent. Ça brille sévère. Donc, merci encore. Il est 20 heures, donc on va se quitter. On reste 1 ou 2 minutes dans le silence. Pardon. Et puis, je vous dis à une prochaine fois ou d'autres. Tous les lundis, il y a une petite, on appelle ça des talks en anglais, une petite conférence, un échange, un partage. Et ben, je vous remercie d'être fidèles pour ceux qui viendront après, parce que c'est toujours important de savoir qu'on parle à quelqu'un et que ça peut toucher des vies, que c'est intéressant pour tout le monde et pour soi-même aussi, ça fait progresser. Donc, merci de votre fidélité pour ceux qui étaient avant moi et ceux qui viendront après. Merci.